Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings présents dans cet épisode peuvent être la violence physique et psychologique, la traque, la séquestration, la manipulation, le féminicide implicite. Je resterai sobre, sans détails graphiques. L'objectif est d'analyser comment ces récits fonctionnent et pourquoi est-ce qu'ils marquent, et de donner des outils concrets d'écriture pour les faire vivre sans tomber dans les clichés. On dit thriller psychologique, on dit horreur réaliste, et souvent, on met tout dans le même panier. Des humains, pas de surnaturel, une tension qui grimpe, un danger crédible. Pourtant, les promesses au lecteur ne sont pas les mêmes. Dans un thriller psycho, on te dit « Je vais t'emmener à l'intérieur d'une dynamique de manipulation, traumatisme, obsession et te faire chercher une issue. » L'horreur réaliste te dit « Je vais te montrer un monde tellement plausible que tu n'auras pas d'issue nette. L'angoisse continuera quand tu refermeras le livre. » Même terrain, mêmes outils, mais deux chorégraphies émotionnelles. On va cartographier ces différences, puis entrer dans la mécanique de scène, les questions d'éthique et surtout la boîte à outils pour écrire l'un l'autre ou cette zone grise qui fait glisser le thriller vers l'horreur. Ce que le thriller psychologique te promet. Au cœur de cela, il y a un contrat-narratif, un personnage central, souvent un ou une quelconque, ou un ou une pro à la vie bancale. Il se heurte à un système de contrôle, une partenaire toxique, un gourou charismatique, un voisin inquiétant, un collègue qui sait trop de choses, un parent protecteur qui isole, le moteur et l'interprétation. Que se passe-t-il vraiment? Qui ment? Qui délire? Et qui manipule? L'arc classique mène vers la révélation, le vrai visage ou le vrai passé, et aussi vers une sortie, une échappée, un renversement, un procès, une fuite. L'enjeu principal est identitaire. Rester soi, redevenir soi ou décider qui est-ce qu'on sera après. Dans ce cadre, l'attention vient de la gestion de l'information. On montre trop peu au lecteur pour qu'il résolve avant l'heure, assez pour qu'il anticipe et souffre d'avance. Le texte excelle quand il fait du quotidien une machine à douter. Un message déplacé, un double fond dans un tiroir, un alibi qui ne colle pas du tout aux faits, un symptôme physique qui peut être l'angoisse ou une intoxication organisée. Le thriller psycho n'a pas besoin d'exploser pour marquer. Il a besoin de démontrer. Ce que l'horreur réaliste installe. Maintenant, les promesses de l'horreur réaliste. Ici, le contrat est plus rude. Le récit organise une rencontre frontale avec un mal humain, pas mythique, pas métaphysique, et montre comment il se déploie dans un cadre social plausible. Pas d'enquête brillante, ni de twist salvateur. Des conséquences typiquement homme-invasion, capture, emprise extrême, meute ordinaire, voisinage indifférent, institution défaillante. Le ressort n'est pas qui, mais jusqu'où et que reste-t-il après. La révélation, si elle existe, n'est pas un feu d'artifice. C'est une dépose de masque qui confirme le pire déjà ressenti. Quand on sort du livre, l'effet qui reste n'est pas « bravo, quelle résolution ». C'est un déplacement de vigilance dans la vie réelle. On écoute différemment un couloir, on lit autrement une petite phrase, on reconnaît des dynamiques. L'horreur réaliste contamine le regard. Elle n'offre pas une purge, elle reprogramme une intention. La zone d'ombre, c'est la progression. Beaucoup d'histoires commencent en thriller psycho, avec une perception troublée, des doutes, des versions contradictoires, puis bascule en horreur réaliste quand tout ce que le personnage craignait devient réel, et que la logique sociale autour l'autorise. Voisin qui n'entend pas, police qui arrive trop tard, complice qui rationalise, presse qui superficie. La bascule, bien écrite, rejoue ce que vit le lecteur. On voudrait croire que c'est un malentendu. On tient à l'illusion du retour à la normale, puis on comprend qu'il n'y en aura pas. À ce moment,
on quitte la résolution d'énigmes pour entrer dans la gestion de la survie et de l'après. Inversement, certains thrillers gardent les codes de l'horreur réaliste, une menace physique par exemple, mais réaffirment un horizon de sortie. La ruse fonctionne, le coupable est neutralisé, une institution répond. Ce sont des récits réparateurs. Ils ne sont pas moins valables, ils ont une fonction différente. Quand tu écris, la question ce n'est pas « quel est le genre pur de ce que je fais ?» mais plutôt « quelle trace veux-tu laisser ?» Un sursaut et un « ouf » pour un thriller, un silence qui modifie le réel, donc horreur réaliste. Le thriller psycho adore la focalisation instable, narrateur peu fiable, mémoire trouée, point de vue partagé entre deux visions incompatibles. L'effet, c'est que le lecteur enquête. Tout signe est une pièce du puzzle. Évite ici la facilité du « c'était un rêve, c'était l'alcool, c'était une hallucination ». L'instabilité doit avoir du sens, un trauma, un isolement, une manipulation, et produire du jeu. Le lecteur peut tester des hypothèses, sans que ce soit une pure entourloupe. L'horreur réaliste préfère souvent la caméra collée, un « je » ou un « il-elle » très proche qui voit, entend, ressent sans recul, mais raisonne assez pour poser des décisions concrètes. Le lecteur ne cherche pas l'explication, il accompagne les choix, fermer, fuir, freiner, se cacher, alerter. Ici, le piège, c'est l'immersion sourde, un flux de peur sans stratégie. Ce qui fait tenir, c'est la pensée pratique. Si je coupe la lumière de l'entrée, l'escalier devient une pièce visible. Mais si je perds de vue la porte, qu'est-ce qui vaut le coup ? Beaucoup de textes puissants marient les deux. Le premier acte interprétatif, thriller, un deuxième opérationnel, horreur, et un troisième de retour, l'après-coup. Ce trident donne un arc satisfaisant sans trahir la gravité. Dans les deux sous-genres, la lisibilité de l'espace est non négociable. Tu n'as pas besoin d'un plan, mais d'une mémoire du lieu. Quelle porte grince ? Quelle fenêtre joue mal ? Où sont les lignes de vue ? Qui entend quoi ? Et d'où ? Un thriller peut dilater l'espace, quartier, trajet, lieu public, parce qu'il cache souvent la scène clé, alors que l'horreur réaliste tente à resserrer un lieu, une chambre, une maison, une cage d'escalier, car la tension naît de la répétition des mêmes parcours sous des risques qui montent. Une règle simple, si l'espace n'est pas exploité fonctionnellement, se cacher, piéger, observer, signaler, il est décor. Chaque détail introduit tôt doit servir tard. Le lecteur n'a pas besoin de beauté, il a besoin de prise. Le thriller joue l'élasticité du temps. Flashback, fausse piste, retard, jusqu'au tic-tac final. Un rendez-vous, un vol, une échéance. L'horreur réaliste travaille le temps court. Fenêtre de 30 secondes, minuterie naturelle, l'ascenseur arrive, la patrouille passe toutes les 20 minutes, la coupure du courant dure X temps. Plus la temporalité est mesurable, plus le lecteur s'engage. Une bonne scène, ce n'est pas « il courut », c'est « il a 4 secondes avant que le détecteur revienne au vert » et lui permettre 2 gestes, mais pas 3. Le thriller psycho peut s'autoriser quelques coïncidences, par exemple un SMS, une rencontre, si elle est préparée, avec des habitudes d'itinéraire et un calendrier connu. L'horreur réaliste, elle, ne pardonne pas la triche. Un verrou tenu sous un cure-dent, une blessure invalidante oubliée à la page suivante, un intrus omniscient sans logique, le réalisme ici n'est pas de la grisaille. C'est ce qui empêche le lecteur de poser le livre en se disant « bon, c'est du cinéma ». La peur a besoin d'un sol. Les technologies contemporaines, les smartphones, les messageries, la domotique sont des pivots. Si tu veux les neutraliser, fais-le de manière concrète. Batterie faible parce que le personnage l'a déjà utilisé pour X raisons. Réseau saturé par un événement. Des codes connus parce qu'on observait la veille. La phrase « Ah, pas de réseau » ne suffit plus. Le lecteur d'aujourd'hui vit dans un monde connecté. L'ignorer, c'est casser le contrat. La peur réaliste passe par le sensoriel réglé. Le bruit d'une marche, l'air un peu plus froid vers l'entrée, une odeur qui ne devrait pas être là. Le thriller s'en sert aussi, mais pour signifier une présence ou un indice. Il faut éviter la surenchère descriptive. Note peu, mais note utile. Une ampoule grillée vaut un paragraphe si elle change la stratégie, sinon elle devient pesante. Le silence est un outil. Dans l'horreur réaliste, il est souvent imposé. Ne pas crier, ce qui crée un conflit entre le besoin d'alerter et la survie pour ne pas se faire repérer.
Écrire ce conflit, respiration retenue, phrase courte, logique qui se simplifie, ça ancre la scène. Ces sous-genres manipulent des violences proches du quotidien. La ligne est claire, pas d'érotisation de l'atteinte, pas de tourisme graphique. Le détail n'a de valeur que s'il fonctionne dramatiquement. Privilégie l'ellipse et l'après-coup, difficulté à dormir, gestes devenus douloureux, mémoire intrusive, logistique de la plainte, réaction des proches. Un texte peut être intense sans coller la caméra à la souffrance. Et attention à la représentation des troubles psychiques. Le thriller psycho adore l'instable. Il faut dépathologiser l'antagoniste. On écrit une dynamique, pas une caricature clinique, et ne pas faire porter au diagnostic la faute morale d'un crime. Comment concevoir un thriller psycho qui tient la route ? Il faut partir d'une dissonance concrète, un retour qui n'a pas la bonne odeur, un relevé de compte avec une micro-anomalie, un voisin trop au courant, une notice médicale corrigée. Ne commence pas par « tout est peut-être dans sa tête ». Tu perds la confiance. Fais monter le conflit d'interprétation. Le protagoniste collecte des micro-preuves que les autres requalifient. Erreur, fatigue, paranoïa. Cette friction sociale crée une tension. Ensuite, il faut structurer en paliers. 1. Ignorer, garder la paix. 2. Interroger pour collecter. 3. Affirmer pour confronter ou isoler. 4. Agir pour trahir, fuir, exposer. À chaque palier, un coût. Perte d'alliance, risque professionnel, santé. Le twist, s'il y en a un, doit recontextualiser les signes plutôt que les invalider. Rien n'est plus frustrant qu'un « tout ça pour un rêve ». La bonne bascule transforme un détail vu page 40 en preuve page 240. Finir un thriller psycho, c'est choisir entre réparation et ambiguïté fonctionnelle. On échappe, mais on garde une cicatrice qui conditionne l'avenir. Gardez en tête que la réparation totale peut sonner fausse si le récit a modélisé des dynamiques structurelles. Par exemple, violence domestique, emprise sectaire, institutions complices. Il faut garder en tête qu'on peut réparer une histoire sans prétendre réparer le monde. Comment concevoir une horreur réaliste ? Choisis un cadre qui contraint. Un lieu isolé par la météo, une maison en travaux avec des alarmes coupées, une tournée de nuit, un immeuble où on n'appelle plus la police parce qu'on a appris à ne plus faire d'histoire, rend ce cadre vraisemblable. Introduis une menace rapidement. Laisse au lecteur le temps d'apprendre la maison avec le personnage. Découpe en fenêtres d'action, 30 secondes pour déplacer un meuble, 2 minutes pour envoyer un SMS chiffré, 5 minutes pour tenir la porte. Écris ce que coûtent ces fenêtres au corps, des tremblements, des souffles, de la souffrance et à l'esprit. Une erreur de mémoire, une hésitation, etc. L'issue n'est pas forcément divine, elle doit être conséquente. Un voisin qui passe parce qu'un signal a été envoyé plus tôt, une erreur de l'intrus préfigurée, un détail d'architecture utilisé. Le dernier acte appartient souvent à l'après. Une plainte déposée, une caméra intérieure qui continue, une veilleuse qu'on laisse allumer, un trajet qu'on modifie, conversation avec quelqu'un qui croit l'histoire. C'est là que l'horreur réaliste devient utile. Elle s'intéresse à comment vit-on avec. Et si tu veux un texte qui commence en thriller psycho et finit en horreur réaliste, base la transition. Premier tiers, doute, signes contradictoires et autres arguments crédibles. Deuxième tiers, confirmation objective. Un enregistrement, un témoin, une intrusion. Le contrat change. On ne cherche plus qui, mais comment on s'en sort. Troisième tiers, l'après-coup. Si tu tiens cette charpente, tu offres au lecteur une double satisfaction. Jouer l'enquête, puis ressentir la survie, puis penser à l'après. À l'inverse, tu peux laisser l'horreur réaliste s'ouvrir sur une fin de thriller. L'issue judiciaire arrive. Si tu choisis ça, montre le prix. La procédure longue, la parole difficile, l'entropie émotionnelle. Une fin propre, sans coût, sera comme une promesse publicitaire. Dans ces sous-genres, l'agence crédible fait tout. Tu n'as pas besoin d'un commando. Tu as besoin d'un personnage qui pense avec ce qu'il a. Connaissance du lieu, routine des voisins, habitude d'un proche, compétences ordinaires avec du bricolage, savoir prodiguer les premiers secours, la lecture d'un plan électrique, etc. Les erreurs qui déclenchent l'intrigue ne doivent pas être des imbécilités, mais des compromis rationnels qui tournent mal.
Laisser la clé au gardien parce que l'ascenseur se bloque souvent par exemple. L'antagoniste n'a pas besoin d'être un génie. Il a besoin d'une logistique et d'une morale tordue qui justifie sa persistance. Tu l'écris par cohérence, pas par cool factor. N'oublie pas que les lecteurs en 2025 ont l'œil et sont habitués à ces récits. Le thriller psycho vit de langage. Tu exagères, tu l'as rêvé, je m'inquiète pour toi, tu ne vas pas bien, c'est de l'amour ce que je fais. Apprends à requalifier. La victime dit « c'est violent », l'autre dit « c'est protecteur ». Ces requalifications alignées bâtissent l'emprise. En horreur réaliste, le dialogue se rétracte. Chuchoté, mots courts, langage codé parfois. Un « ok » peut vouloir dire « vas-y maintenant ». N'en fais pas des puzzles, fais-en des outils. Le détail est un levier, l'ellipse est un garde-fou. Si tu montres, c'est parce que ce détail change la donne. Ça donne des preuves, un renversement, une connaissance du lecteur. Si tu coupes, c'est pour laisser le poids retomber après. Un geste tremblant, logistique de soins, mots qui manquent, etc. Le lecteur va combler de lui-même sans que tu exiges quoi que ce soit. Le thriller aime la catharsis. L'air qui revient, la serrure remplacée, un sourire qui n'est pas un déni, un horizon. L'horreur réaliste préfère la contamination. Un dernier geste qui dit « ça continue dans le monde », un protocole de nuit, une veille, etc. Les deux fins sont valables. Choisis en connaissance de cause émotionnelle. Qu'est-ce que tu veux que ton auditeur emporte après ton épisode? Un soulagement ou une vigilance? Si tu hésites entre thriller psycho et horreur réaliste, pose-toi 3 questions simples. Qu'est-ce qui survit si j'enlève l'antagoniste? S'il ne reste rien, tu es plutôt côté thriller. S'il reste une situation qui hante, tu es dans le côté horreur réaliste. Quelle trace veux-tu laisser? Un « ouf » qui restaure un peu de foi en nos capacités à agir, c'est du thriller. Ou un silence qui aère longtemps les habitudes, on est dans l'horreur. Quelle est l'éthique que tu t'imposes? Dans les deux cas, dignité, plausibilité, aucune complaisance. Dans le thriller, c'est l'honnêteté avec la logique des twists. Dans l'horreur, c'est la fidélité au coût des choses et à l'après. Au fond, ces récits parlent de la même chose, notre relation au contrôle. Le thriller psycho teste nos moyens de reprendre la main. L'horreur réaliste montre combien la main nous échappe et ce qu'il faut pour vivre avec. Les deux sont nécessaires. Les deux, quand ils sont bien écrits, élargissent notre vocabulaire de la peur. Et c'est peut-être la mission la plus noble du genre, transformer une angoisse en langage et un frisson en outil. Voilà pour notre épisode aujourd'hui, le dossier du sous-genre thriller psycho versus horreur réaliste. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu souhaites continuer le débat avec moi sur Instagram, retrouve-moi à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour un très prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.